N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togovi News. Pour que la démocratie progresse en Afrique, il faut nécessairement limiter les mandats à 2 ou à 3. Madame, Monsieur, bonjour, bonjour à tous. Il y a du bruit en studio avec les confrères qui sont très joyeux avec moi ce matin. En tout cas, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau débat sur Taxi FM Lomé, Taxi Presse de ce mercredi. C'est avec Tchakala Alirou, le patron du journal Courrier de la République, Kenano Issifou, le patron du journal L'Estrade, Olivier Adia, le patron de l'agence de presse Afripresse, le journal Arakiri, et Isidore Akolor, le patron du journal Actu Express, qui va nous rejoindre d'un instant à l'autre. Ensemble, nous aborderons des questions essentielles qui intéressent, on va dire, notre société et la question du civisme. Nous parlerons également du politique. Pourquoi pas du franc CFA qui crée un véritable débat dans l'opinion depuis quelques semaines, quelques mois, quelques années maintenant. Retour en studio donc avec les confrères. Bonjour Olivier Adia. Oui, bonjour cher grand citoyen d'État Saint-Éric, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Kenano Issifou, bonjour. Bonjour Saint-Éric Gator, bonjour à tous les confrères et bonjour à tous ceux qui nous écoutent ce matin. Merci d'être avec nous. Merci. Bonjour mon grand citoyen d'État, Tchakala Alirou. Bonjour grand citoyen d'État Saint-Éric et bonjour à tous les grands citoyens d'État et grands citoyens d'État. Vous allez bien? Oui, je vais bien, ça va. Bonjour Isidore, merci de nous avoir rejoints. Bonjour Eric, bonjour à tous les confrères et bonjour à toutes et à tous. Il y a un débat depuis quelques temps et ça s'est accentué depuis quelques semaines avec le franc CFA. Hier, on a tous assisté à la sortie de la BCEAO avec le directeur national Kossit et nous qui a quand même pris quelques largesses dans des déclarations et ce matin déjà on le voit, la réaction de Kako Nouvoupo elle est virulente. D'abord sur la question même du franc CFA, quel est votre avis là-dessus Isidore? Non mais en tant que Togolais africain, et pour ceux peu qui ont fait l'aventure ou ont cherché à faire l'échange du CFA en Europe, ce n'est pas possible, même en France. Ça, c'est la toute première curiosité. On dit que le franc CFA est arrimé à l'euro. Mais dans aucun pays, vous ne pouvez faire le change. Alors que quand ils viennent ici, les bras ouverts, on accueille leur devise. Donc ça veut dire que le franc CFA n'a aucune valeur en Europe. Pas seulement en Europe. Non, mais ça veut dire qu'il faut le changer. Il faut le changer. Ça c'est l'approche d'un citoyen lambda et d'un profane en la matière. Ça c'est la seule expérience que j'ai eue. J'étais vraiment découragé. Vous ne pouvez pas échanger, même en Afrique. Si vous allez au Cameroun, en Afrique centrale, vous allez au Cameroun, vous ne pouvez pas utiliser le CFA de l'Afrique de l'Ouest. Voilà quelques problèmes que nous, les profanes, nous évoquons, quitte aux spécialistes de nous convaincre. Oui, il y en a beaucoup qui prennent la parole depuis quelque temps, les anti-CFA et les pro-CFA. Les anti-CFA quand même courent les rues. Hein. D'ailleurs, il y a une mobilisation qui s'organise à Lomé samedi prochain, donc par le mouvement Martin Luther King, qui convie donc les citoyens, ceux qui sont contre le franc CFA, ceux qui veulent que ça disparaisse, à se mobiliser derrière donc ce mouvement pour faire cette manifestation au niveau de l'ambassade de France, en attendant que la manif ne soit autorisée ou, enfin, on sait comment c'est pas chez nous. Kenano Issifou, est-ce que c'est un sujet en réalité sur lequel il va falloir qu'on réfléchisse réellement? Quand je dis on, je veux parler de ceux qui sont au sommet, oui, bon, les patrons, les vrais. Oui, je crois que la réflexion, elle existait déjà à la naissance de cette monnaie et tout le temps que cette monnaie donc a parcouru à travers l'histoire donc des peuples qui l'ont en usage. Sauf que à partir du moment où il y a du remous autour et que la question a été donc abordée par des spécialistes, tout comme
à un moment donné, on a recommandé que les experts et les spécialistes se penchent sur la question. Il va falloir décider et trancher. Mais comme le disait tout à l'heure le confrère, c'est qu'il y a un problème. Il y a un certain nombre d'interrogations et de curiosités autour de cette monnaie qui, malheureusement, d'accord, bien que perçue par certains présidents, d'accord, certains responsables d'institutions comme une monnaie stable, quel que soit ce qu'on peut en dire économiquement, il y a des arguments, mais nous ne sommes pas économistes. Ce qu'il y a, c'est que vous ne pouvez pas comprendre, par exemple, si cet argent, enfin, cette monnaie, ne draine pas d'intérêt, d'accord, beaucoup d'intérêt derrière, et qui puisse quand même alimenter le débat, je ne vois pas pourquoi il y aurait le débat. On aurait pu tout simplement décider peut-être de revoir un peu le fondement et le soubassement de cette monnaie. Oui. Parce que cette monnaie, est-ce qu'elle est souveraine? Gros point d'interrogation. Est-ce qu'elle profite réellement au peuple qui l'ont en usage? Gros point d'interrogation. Même si, parfois, il peut vous arriver, d'accord, de dépenser cette monnaie dans les pays cités tout à l'heure, on peut se poser la question de savoir pourquoi la même monnaie est imprimée sous diverses couleurs selon qu'on est en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est. Les couleurs sont différentes. Cela voudrait dire que dans l'échange, d'accord, dans les devises, il y a des intérêts qui passent quelque part. Et donc, il y a un véritable problème. C'est d'arriver peut-être à définir une politique, soit qui permette de garder la même monnaie, mais dans le fond, essayer de voir un peu la valeur, d'accord, qu'elle a aujourd'hui, et qu'elle puisse réellement être une monnaie qui peut porter. Parce qu'aujourd'hui, dans l'opinion, certains, et beaucoup d'ailleurs, ont le sentiment que cette monnaie profite beaucoup plus à la France qu'aux pays africains. Et ça, plusieurs panafricanistes ne sont pas d'accord, ils veulent que ça change réellement. Et dans le fond, on a écouté hier Kossi Tenou, qui est le directeur national de la BCEAO, qui dit qu'au départ, cette monnaie était une monnaie coloniale. Aujourd'hui, elle est une monnaie africaine et qu'il faut l'adopter. Il n'y a pas de raison qu'on reste dans ce carcan-là. Mais quand on écoute les chefs d'État africains, vous savez, notamment au niveau de la CEDEAO, on a mis en place quand même un processus pour pouvoir arriver à la monnaie communautaire d'ici 2020. Ben, on est à quelques mois de 2020, on se pose la question. Et ce matin, le confrère, la manchette parle de canular, cette annonce des chefs d'État africains par rapport donc à une monnaie en 2020. Quand on revoit tout ça, quel commentaire vous en faites, Olivier? Non, moi je vais parler de façon basique et triviale, c'est que allez-y. On ne peut, hein, lorsque vous menez une lutte, c'est pour un intérêt de toutes les façons. Si la France et certains pro-France CFA se battent aujourd'hui pour conserver le franc CFA, ce n'est pas pour les beaux yeux donc de quelqu'un, c'est parce que derrière, il y a un intérêt qu'il protège et qu'il gagne. C'est-à-dire, moi, le profane, c'est comme ça, je peux interpréter la guerre. Sinon, lorsqu'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de conflit. D'accord? C'est de façon simple et basique. Si la France et ceux-là qui défendent le franc CFA se lancent dans ce combat de conservation du franc CFA, c'est parce que, et certainement derrière, il y a des intérêts qu'on veut protéger. Ça me donne, et ce débat aussi me donne l'image de ce que nous appelons la régence. Vous avez un enfant qui est devenu roi, mais qui n'a pas encore l'âge. On confie la régence des biens à quelqu'un. Et le moment venu où l'enfant réclame ses biens et sa royauté, on dit non, qu'il n'y a pas de raison. Pourquoi est-ce qu'il va avoir cette royauté alors que pour le moment, il n'y a pas de problème, tout se passe bien, le royaume est calme. Pourquoi est-ce que... Donc voilà, pourquoi est-ce qu'on ne va pas lui remettre c'est sa chose ou pas? Alors celui qui veut garder et comme cette régence, pour quel intérêt il veut la garder? Donc la France protège bien des intérêts. Et le problème se pose à plusieurs niveaux, au niveau politique, économique, en même temps, oui, et social. Au niveau économique, par exemple, les pro-CFA disent que, eh bien, la France, avec le CFA, c'est une garantie, la garantie de stabilité de la monnaie. Qu'en réalité, et ça, le directeur national de la BCEAO, Kossi Tenou, l'a dit hier, d'autres pays qui ne sont pas dans la zone franc sont jaloux en réalité du franc CFA et c'est eux qui manipulent. Je crois que, Eric, vous savez, moi, je suis jaloux de notre, ce que nous appelons notre souveraineté et notre, comment dire là, notre majorité au sens où nous sommes capables de gérer nos propres biens. Vous prenez 14 pays et on leur dit qu'ils doivent être sous la tutelle
pour garantir la stabilité de leur monnaie, ils doivent être placés sous la tutelle de quelqu'un. Ça veut dire que c'est de l'enfantillage. On nous prend encore pour des bambins. Alors, nous ne sommes pas mûrs économiquement dans notre pays. Nous ne sommes pas mûrs politiquement, alors. Et la Mauritanie, et le Nigeria, et le Ghana, on nous dira que non, ils ont des difficultés parfois pour stabiliser. Mais ce sont des pays qui ne se plaignent pas. Vous prenez le Nigeria, sa monnaie... C'est un géant de l'Afrique. Mais c'est un géant de l'Afrique. Économiquement, ça n'a rien à voir avec notre zone. Alors, 14 pays mis face au Nigeria, ça veut dire que nous sommes moins que le Nigeria. Je crois que de façon basique, moi je ne suis pas un spécialiste, mais je caricature la situation, je me dis que c'est de l'enfantillage, tout cela, on nous prend pour des enfants. Même l'Érythrée. À sa monnaie. Mais bien sûr. Tchakala Aliro. C'est un débat passionnant quand on écoute des spécialistes en débattre, finalement. Mais quand on revoit les images de la sortie de la BCEAO à Lomé hier, qu'est-ce que ça vous renvoie comme lumière? Oui, ça me renvoie à plus de 6 décennies en arrière. C'est vrai? Oui. L'esclavage? Oh, non, 6 décennies, ça fait 60 ans, la date à laquelle certains pays africains ont eu leur indépendance, où il y avait les pro-indépendantistes et ceux-là qui ne voulaient pas. Donc la même situation ressurgit plus de 60 ans, mais pas pour l'indépendance politique, mais pour l'indépendance économique. Vous comprenez un peu? Donc, c'est ce qu'on appelle les africanités, les bêtises de l'Africain. Et puis, les 15 que certains... Il y a 60 ans, on veut être indépendant. Il y en a qui ont trouvé que non, c'est pas bon. Non, c'est pas encore le temps. On peut rester toujours sur le joug de la colonisation. Oui. Et il y en a qui ont lutté pour qu'on s'en sorte quand même. On s'en sorte quand même. C'est le même débat qui revient aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le même débat. Sur le plan CFA. Mais sur le plan économique, sur le plan CFA. Dire que... un seul pays garantit la force, la puissance d'une monnaie dont plus de 14 pays ont en commun l'usage, ça cela relève de la bêtise. Cela relève de la bêtise. Et puis, c'est des thèses un peu farfelues que certains avancent. Yeah. Mais la dernière fois, quand Ouattara est sorti de l'Élysée, on ne lui a même pas posé la question se rapportant au point CFA. C'est lui qui a relancé les gens. Ça veut dire que tant qu'il y aura ces petits sous-préfets de la France en Afrique, changer petit sous-préfet de la France en Afrique, sortir de la zone CFA, ça va prendre du temps. Mais vous pensez que le directeur national de la BCEAO est sorti comme ça? C'est des injonctions qui viennent du haut lieu. Mais pourquoi vous gardez le silence autour d'une question? Il est convaincu. Il est convaincu. Mais qu'il soit convaincu. Il est président de l'institution. Il ne peut que être convaincu. Il a la tête d'une institution. Oui, hier, dans sa sortie, il dit que, je vais le citer, le franc CFA est envié par le monde et il assume parfaitement les fonctions qu'une monnaie doit assurer, en particulier la fonction de réserve des valeurs et de stabilité des prix. Cette stabilité assure un niveau d'épargne consistant, les investissements et la croissance économique. Dans notre zone, nous avons un taux de croissance de 6%. C'est ce non, il faudrait, nous ne sommes pas des économistes, mais il ne faudrait pas que les gens nous débarbouillent du bas vers le haut. Est-ce que ceux-là qui achètent leur pétrole, ils ont une fois acheté le pétrole en CFA? Non. Quand nos paysans produisent le café cacao, est-ce qu'ils le vendent en CFA? Est-ce que c'est le prix en CFA? Si nous avons notre propre monnaie, nous ne pourrons pas... On va s'imposer et on va vendre la chose ainsi. Mais... tout le temps, café, cacao, coton, mais c'est des prix basés sur le CFA ou le dollar. L'euro et le dollar, vous comprenez un peu? Donc, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Ça, c'est une question de fierté et de souveraineté. On ne peut pas être souverain politiquement et au niveau de l'économie, on va être sous tutelle. Là, ça ne tranche pas. Il y a un auditeur qui nous dit cette monnaie a un véritable problème, car si l'on prend le CFA du Tchad, par exemple, 1000 francs du Tchad, on prend 5000 francs de l'Afrique de l'Ouest. Non, c'est pas évident. Non. Moi, j'ai voyagé. D'accord, très bien. J'ai voyagé, je suis allé au moins dans certains pays de l'Afrique centrale. Oui. Mais avant de prendre l'avion, je suis obligé de convertir mon CFA de l'Afrique de l'Ouest en CFA de l'Afrique centrale. Ça ne passe pas. Il n'y a pas cette interconvertibilité entre les choses. On n'accepte pas. Mais c'est la même valeur. C'est la même valeur. Le taux de change est le même. 1000 francs Afrique de l'Ouest, 1000 francs Afrique centrale. Ce qui est curieux, c'est qu'ils disent que le CFA se porte bien. Il y a un confrère
général qui était en mission officielle, et il était dans la délégation présidentielle, et il a oublié de prendre les CFA. Et il prend le taxi, il arrive, il prend l'euro. Non, il prend le CFA. Il n'a pas pu le faire. Il a sur lui le CFA. Il prend un taxi et arrivé, il sort le taxi. Mais il sort le CFA pour payer le prix de choses en Tunisie. Mais le Tunisien a failli le déchirer. Il s'en est fallu de peu pour que ce soit une affaire de police. Mais qu'est-ce que tu me montres là? Ça me dit que le CFA, quoi qu'on dise, en dehors de notre petite zone, ça ne donne pas évident. Le CFA n'est pas une devise. Ce n'est pas un monnaie de change sur le plan international. C'est ce qu'on devait comprendre. Et c'est ça qui a fait sortir l'italien pour en parler. C'est pas seul l'Italie qui est gênée par ce monopole de la France. Oui, mais l'Italie, le problème italien est différent. Ils sont un peu jaloux. Non, pas du tout, pas du tout. Vous savez que l'Italie, l'Allemagne, le même terrain que la France, en Afrique. Non, peu importe. L'Allemagne aussi, les États-Unis. Vous savez, le problème c'est quoi? Si aujourd'hui, même les États-Unis, si on veut vous faire un don au Togo ou au Sénégal, il faut que le don passe par, la valeur du don passe par la France, en devise. Et donc, c'est déprécie la quantité, bien évidemment. Voilà, et la France a son intérêt là-dessus. C'est ça. C'est ce que déplorent les autres puissances mondiales. Dit que, mais comment se fait que tous les pays africains de la zone franc, de la zone franc, puissent s'assujettir à la France? Ce n'est pas, comme on le dit, arrimé à l'euro. Si c'est vraiment arrimé à l'euro, ça doit être en Allemagne, comme la Banque centrale. La Banque centrale. Or, ça passe par la France, la banque française, avant de pouvoir être convertible. C'est ça le drame. Et c'est ça même l'enjeu. Aussitôt, eux aussi, c'est en cela qu'il faut saluer la vision de feu Sylvanus Olympio, qui a voulu avoir la monnaie togolaise qui serait arrimée sur le Deutsche Mark. Et c'est ça qui a peut-être coûté sa vie, son assassinat. C'est aussi donc voilà l'enjeu auquel nous, les Africains, nous devons être éveillés pour ne pas se faire enfariner par ces souffrifs du colonialisme français. Bon, je ne sais pas si ce débat-là va s'arrêter un jour où la demande des anti-CFA sera prise en compte, mais le débat est toujours sur le tapis. Oui. Ce que je voulais ajouter. Il y a un auditeur qui me dit quand même qu'on n'a plus besoin de l'utilisation du franc CFA. On doit supprimer ça. Nous ne sommes plus à l'époque coloniale. Mais le vrai problème, c'est au niveau des chefs d'État. Oui, mais c'est ce que j'allais dire tout à l'heure, au niveau des chefs d'État, au niveau des institutions. Parce que vous savez, si aujourd'hui les Italiens sont en train de réagir, comme nous le disions tout à l'heure, c'est que vous avez une monnaie unique dans une zone, d'accord, en Europe, où un pays, d'accord, fait partie de cette entité-là, mais qui continue d'avoir une certaine affinité avec 14 pays. Qui, en réalité, c'est un monopole. Puisqu'en réalité, plus c'est ouvert, ça profite beaucoup plus à l'Union européenne. Mais là, il y a, c'est-à-dire que des disparités, mais bien sûr, il y a des disparités, c'est pour ça qu'on se plaint. Maintenant, l'autre chose que je voudrais dire, c'est que ce qui va se passer, ce qui risque de se passer, parce que nous parlons d'intérêt, soit les institutions vont mener une véritable guerre, d'accord, aux activistes, je peux les appeler comme ça entre guillemets, aux révolutionnaires, mais ce qu'il y a, c'est que la longueur d'avance que effectivement ces institutions ont ou vont bénéficier, c'est que nous avons donc des chefs d'État effectivement qui sont des régents de la France et qui gardent, c'est-à-dire que l'envie, le désir de profiter donc des intérêts, sérieux, quoi. Des intérêts qui leur reviennent. Dans tout ce beau monde, il n'y a même pas un seul. Mais il n'osera pas. Il n'osera pas de poser le débat. Il n'osera pas. Je vais aller plus loin de mon analyse. Ne soyez pas surpris. Vous savez ce qui lui est arrivé. Ne soyez pas surpris si jamais. Ne soyez pas surpris si jamais cette lutte, c'est-à-dire que ça devait déboucher sur une véritable lutte, une véritable guerre idéologique et peut-être même, c'est-à-dire que matériel sur le terrain. Ce qui va se passer, c'est que vous ne serez pas surpris de voir une cascade de coups d'État dans ces pays-là. Et c'est pour ça que je dis, plus la lutte va continuer, on risque d'assister à des troubles dans ces pays-là. Et au bout, peut-être ces institutions vont trouver une alternative en gardant
en sauvegardant une partie des intérêts autour de cette monnaie, quitte à lui donner un autre nom. Mais moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est d'anticiper déjà, en créant, d'accord, un comité ou, enfin, je sais pas, un groupe de contact qui permet... C'est pas le nom qui pose problème, véritablement. Non, à partir du moment où l'identité commence à changer, c'est que il faut prendre en compte un certain nombre d'éléments liés à la valeur de la monnaie, qui fait qu'en réalité, on ouvre un peu la vanne pour qu'elle puisse profiter véritablement au peuple. Et en ce moment-là, le débat va être déplacé sur ce plan-là et on pourrait s'entendre. Alors, il y a un auditeur qui dit, je vous donne la parole tout à l'heure, Olivier, qui dit le franc CFA reste toujours une monnaie coloniale et de servitude. Elle a utilisé par la France pour continuer à piller et coloniser l'Afrique et garder toujours son intérêt. Nous sommes sous la tutelle de la France. Certains chefs d'État et le directeur Kossi qui défendent cette monnaie sont au service de la France, nous dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit que la question de la monnaie est un réel problème et nul ne peut feindre de l'ignorer. Moi, je suis des économistes qui pensent qu'il faut abandonner le franc CFA, mais la seule différence est que je suis conscient que l'abandon du franc CFA n'est pas une panacée. Nous pouvons faire mieux avec nos maigres ressources si la gestion est mieux faite. Oui, vous savez, si nous ne nous posons pas les vrais problèmes, on va sortir du franc CFA. Il y a quelques années, nous allons croire que ce diable de monnaie est mieux. Il faut, pour moi, que nous nous battons pour assainir nos institutions afin que nous réglons notre problème de monnaie. Il faut pour moi réfléchir aujourd'hui sur les conditions de succès de notre prochaine monnaie. Sinon, tout le monde est en accord avec la nécessité de sortir du franc CFA. C'est de qui? Voilà. Non, l'auditeur n'a pas mis son nom. Voilà quand même une réaction. Peut-être qu'il va relancer le débat autrement. Que le problème en réalité, ce n'est pas le franc CFA, mais ce qu'on fait des ressources que nous avons. Oui, oui et non. Parce que j'estime que, pour avoir un débat de haut niveau, il faut le dépassionner. Et quand vous voyez les réactions, on sent que le débat est très passionné. Et c'est normal, il s'agit de la France et on se rappelle de tout ce qu'elle fait et qu'elle a fait. Donc, au niveau de certains pays. On écoute des anti-francs CFA, il y en a beaucoup aussi qui ne sont pas passionnés. Hein. Non, bien sûr, bien sûr. Ils posent des débats absolument, réels. absolument. Et c'est ce que l'auditeur dit en fait. Il faut quand même arriver à prouver. Donc, les enjeux d'abord de ce débat, les enjeux donc qui sont derrière le changement ou non du franc CFA, la bonne gestion, la mauvaise gestion viendra après. Parce que ceux qui n'utilisent pas le franc CFA dans leur pays, est-ce qu'ils gèrent mieux que ceux qui utilisent le franc CFA? Donc, ça, c'est une question secondaire à mon avis. Parce que ça n'a rien comme lien avec la question de la monnaie. Mais c'est une question de bonne gouvernance, de bonne gestion. Parce que le franc CFA ou pas, si vous voulez gérer mal votre pays, vous le ferez comme au Nigeria. Parce que le Nigeria, si on gérait bien, ce serait un pays extraordinaire, hein, donc qui dépasserait certaines puissances mondiales. Et même la France d'ailleurs, mais la mauvaise gestion prouvant, et ça fait que le Nigeria encore la traîne, même si il est aujourd'hui. Oui. Il est quand même au-dessus de nous. Mais ce qui m'étonne dans ce débat, c'est qu'on a des Européens comme Luigi Di Maio au niveau de l'Italie, même si voilà, ils mélangent tout. On a Marine Le Pen, même si c'est l'extrême droite en France. On a d'autres Européennes d'autres leaders européens plutôt qui estiment que le franc CFA est une mauvaise chose pour l'Afrique. Mais on a des Africains de premier rang qui normalement ont intérêt à les écouter, qui estiment que c'est une bonne chose et qu'il faut continuer. Je vais vous lire quelque chose que les réactions de Fonya Singbe, publiées par Beneweb TV et benewebtv.com, qui dit que le taux d'échange fixe lié à l'euro nous empêche d'avoir une politique monétaire. Ça, c'est le président togolais qui parle. Absolument, repris par benewebtv.com. L'unique latitude est fiscale et non budgétaire. C'est-à-dire la latitude que le franc CFA nous offre, c'est seulement fiscal. Ça ne nous permet pas d'avoir un budget réel ou du moins un budget ambitieux pour le développement de nos États. Ce qui est un inconvénient majeur pour nos pays. Vous avez des situations économiques différentes dans chacun de ces pays-là. Mais la politique monétaire est la même pour tous. Vous comprenez? C'est-à-dire nous avons des situations différentes au Bénin comme au Togo, mais nous avons la même politique monétaire.
ça ne peut pas marcher parce que la réalité au Bénin... Mais la question aujourd'hui, quand Faure Gnassingbé fait une telle déclaration, la question, que fait-il? Et il dénonce, il va continuer. Nous avons encore à mettre 65% de nos devises dans le trésor français. Imagine. 65% de nos devises dans le trésor français. Donc voilà. Éric Gasson, à croire que vous ne suivez pas Kakonou Boupo par exemple, certains sur je le suis. Sur des détails. Oui, et c'est ce que je disais. Ça, c'est le président togolais. Mais le site ne mentionne pas là où il a dit. Oui, bon, c'est vrai. Mais le site ne mentionne pas la source où il a dit. On peut nous dire qu'il n'a pas dit, mais c'est un site benewebtv.com qui a fait l'article. D'accord, très bien. Oui, Tchakala. Enoïta qui nous dit au départ, le franc CFA a été arrimé au franc français. Aujourd'hui, l'euro a remplacé le franc français. Pourquoi la France continue par nous faire croire qu'elle protège le franc CFA si elle n'a aucun intérêt? Tchakala Liro. Non, en 2 phrases, si la France n'a aucun intérêt par rapport au CFA que nous utilisons, bon, qu'elle laisse ce débat-là clos et qu'elle nous donne cette liberté monétaire-là et on va gérer. Mais on ne peut pas s'accrocher à quelque chose si on n'a pas des intérêts. Emmanuel Macron, lorsqu'il était à Ouagadougou, il avait déclaré que si aujourd'hui un pays africain veut sortir du franc CFA, il sortirait du franc CFA. Déclaration politique et non, vous savez, ça c'est attrape-nigo. Et gare à ce préfet français mise en Afrique qui va oser sortir sa tête de l'eau pour dire que non, je vais m'affranchir de cela. Oui, mais vous savez, il y a un exemple encore palpable que nous vivons tout le temps. Idriss Déby est celui-là qui donnait entre-temps la voix. Toutes les fois que l'occasion se présente là, c'est le franc CFA, il faudrait qu'on sorte de ça, il faudrait que nous créions notre propre monnaie. Mais il y a eu une conférence de haut niveau à Yaoundé. Mais quand Idriss Déby était là, c'était l'enfant tout sage, au milieu de Christine Lagarde et de l'ancien ministre français de l'économie. Donc c'était le monsieur qui n'a même pas osé prendre la parole pour dire tout ce qu'il disait quand il est dans son petit Tchad. Donc vous comprenez un peu, non? Donc il y a une certaine hypocrisie qui se lit dans les rangs de nos chefs d'État. Mais la dernière fois, les mêmes chefs d'État de l'espace DAO s'étaient retrouvés autour de quelque chose là à Niamey, où ils disaient que jusqu'en 2020, oui, ils vont penser à créer une monnaie au niveau de notre sous-région. Ça a été lancé depuis. Mais là, il y a une duplicité quelque part. Ils se foutent de certains alors. On ne peut pas enclencher une telle dynamique et au même moment rester accroché. Alors que Ouattara aussi fait partie de la CEDEAO. Et quand Ouattara va en France faire des déclarations, et au même moment, il y a une dynamique qui est enclenchée dans notre espace sous-régional, là, on ne comprend plus rien. Ils sont une information à ce niveau. Et au niveau de la monnaie unique de la CEDEAO, il y a un problème. Parce que les anglophones, les lusophones ne comprennent pas pourquoi, quand il s'agit de discuter, c'est les Français qui viennent. Oui. C'est ça le problème. Oui, le Nigeria, c'est les Français qui représentent. Bien sûr, le Français, il ne peut pas déterminer la position. Et il ne faut pas que Ouattara nous dise que bon, tout va très bien. Alors il n'a qu'à prendre la place de ces petits Européens pour discuter. Non, je crois qu'il faut faire attention parce que j'ai dit quelque chose la dernière fois quand ce débat est arrivé, qu'il ne faut pas non plus se leurrer. C'est-à-dire que ce que nous sommes en train de dire, c'est que nous savons très bien, nous sommes conscients que le problème, il est véritablement un problème de bonne volonté, de volonté politique. Il est aussi un problème d'hypocrisie. Il est aussi un problème de faiblesse. Parce que quand vous avez des chefs d'État, vous parlez de Idriss Déby, rappelez-vous, c'était en quelle année Idriss Déby a voulu se rebeller contre la France. Les rebelles sont arrivés aux portes de N'Djamena. Oui, bien sûr. Il a suffi qu'il change sa position, que les rafales sont allés au ciel pour détruire les positions. Ça s'est passé en 2 semaines. Alors, c'est ce que je disais à l'instant, que si on ne sait pas mener ce débat, ce qui va arriver, c'est une vague de coups d'État, et ce qui vient après, c'est encore pire que ce que nous avons aujourd'hui. C'est pour ça que je dis, il va y avoir une guerre, certainement, et elle a déjà commencé. Elle est à la fois idéologique, identitaire, mais il faut aller... Au-delà de ça, Kedanou Issifou, est-ce que nos chefs d'État ne se taisent pas parce que, au-delà des coups d'État, parce qu'en réalité, ça les profite? Ils sont à leur poste. Je l'ai dit tout à l'heure. Ils gèrent. Je l'ai dit tout à l'heure, certainement les gens ont des ristournes. Et je voulais en venir en disant que ceux qui sont en train de monter la voie quelque part, peut-être, je soupçonne,
Est-ce qu'ils ne sont pas poussés par certains qui, entre-temps, ont été éjectés de ce syndicat et qui ne bénéficient plus des intérêts? Parce que les enjeux, quand on parle des enjeux, on raisonne en milliards. Un milliard et 1 million d'euros. Ce n'est pas des centaines de mille qui circulent. Vous voyez un peu. Alors, quand on non, comment manipuler? Ils évoquent des sujets clairs. Non, on ne peut pas dire qu'ils sont manipulés par ceux qui étaient éjectés du système. C'est ce que je dis. Ça reste que quand, à un moment donné, pourquoi est-ce que pendant longtemps on s'est tué? C'est aujourd'hui qu'on se réveille là-dessus. C'est une question aussi à poser, puisque Alirou Tchakala le disait tout à l'heure, l'indépendance donc politique devait être suivie de l'indépendance économique. Si les gens se sont tués pendant longtemps, c'est parce qu'à un moment donné, il y avait des raisons pour ça. Si aujourd'hui on revient, c'est qu'il y a des raisons, je dis fondamentalement, au-delà de ce que nous disons, qui sont des éléments probants, des éléments avérés qu'on est en train d'avancer. Il ne faut pas se leurrer, je dis, évitons d'être naïfs, parce que derrière, c'est de grands courants. On va évoquer de grands courants mafieux, comme je le dis souvent, il faut faire attention. On va évoquer un autre sujet, mais rapidement, je vais quand même lire quelques messages liés toujours au franc CFA. Un autre auditeur qui nous dit « L'économie des 14 pays ne dépasse pas l'économie de la France. Certains de nos présidents nous déçoivent. Ouattara est une honte pour l'Afrique, dit donc cet auditeur. » Et un autre qui nous dit si le franc CFA n'arrange pas la France, Sylvanus et autres ne seraient pas tués. » Autre réaction, sacrée Afrique, nous dit l'auditeur, pourquoi nous ne nous aimons pas? Le joug très lourd que nous portons depuis la nuit des temps est défendu bec et ongle par nos dirigeants. Il est temps de renverser ces vieux démons pour une liberté pérenne de notre continent, nous dit l'auditeur. Un autre auditeur qui nous dit « Explication du franc CFA, conservation du pouvoir du président africain, taré pour nourrir la France ». C'est sa réaction. Un autre qui nous dit « Pourquoi le président de la Côte d'Ivoire ne veut pas laisser le franc CFA ?» s'interroge-t-il. Un autre auditeur encore qui dit « Suite aux analyses de Kenanou Issifou, ça démontre véritablement que l'Afrique n'est pas totalement indépendante. » Et puis, cette autre réaction, la France ne nous laissera pas si on sort du franc CFA. Souvenez-vous de la Guinée avec Sékou Touré. Elle va falsifier de faux billets pour déprécier la nouvelle monnaie. Il nous faut une bonne stratégie pré- et post-CFA. Et d'ailleurs, c'est pour ça que certains économistes, les anti-franc CFA se sont regroupés très récemment de l'autre côté de Bamako pour réfléchir sur le sujet. Les états généraux vont être organisés. Et d'ailleurs, l'économiste togolais Kako Nouboupo a été choisi comme coordonnateur de ces états généraux. Et la réaction, la sortie hier de la BCEAO ne l'a pas véritablement contenté. Il estime que Kossi Tenou, le directeur national de la BCEAO, lui a manqué d'égard. Il a même parlé de diffamation parce que le directeur lui a dit au cours de la conférence de presse que lui, Kako Nouboupo, est venu le voir pour s'excuser, pour mieux comprendre le sujet. Nouboupo dément catégoriquement l'avoir rencontré. Il n'a jamais mis pied dans son bureau depuis qu'il est directeur national de la BCEAO Togo. Un commentaire là-dessus? Non, c'est dommage pour un certain président ou bien directeur de la BCEAO qui se porte comme un petit voyou. Mais comment pouvez-vous faire des déclarations comme ça sur quelqu'un qui, au jour le jour, défend sa position? Avec des arguments scientifiques. Je crois qu'il ne faut pas faire de fixation sur les gens. Mais c'est pas sérieux ce qu'il vient de faire. Et un Togolais, il fait ça. Moi, je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce qu'il représente? Et puis, ce qui est un peu... Mais il n'est pas le tout-puissant. On a connu plus de directeurs de la BCEAO que lui. Et puis, ce qui est un peu injurieux par rapport à cette grosse tête, il dit qu'il vient... Et il cherche à mieux comprendre. Comme si Kako ne connaît rien, il s'est lancé dans une aventure comme ça pour faire le show, alors que les réels sous-bassements de la chose sont à un niveau et il va s'enquérir de la chose. Ah non, mais quand même, soyons sérieux. Ils sont entre compatriotes et il ne doit pas se manquer d'égards à ce point-là. En tout cas, il a formellement nié, Kenanou et Kako Nouboupo a formellement nié avoir rencontré le directeur national et le gouverneur de la BCEAO, c'est ce qui a été dit hier dans leur bureau respectif. Il dit, il m'est en revanche arrivé de croiser le gouverneur de la BCEAO lors des assemblées générales du FMI de la Banque mondiale à Washington, mais jamais dans un cadre formel. Et il ajoute qu'il se réserve le droit d'attaquer le directeur national de la BCEAO pour diffamation. Vivement qu'il aille. Donc
à son endroit au cours de la conférence. On ne peut pas relayer ces informations, c'est pas normal. Et on peut reprocher, on peut tout reprocher. D'ailleurs, il propose un débat. Oui. On propose un débat. On peut reprocher à Kako Nouveau de ne pas trouver le cas dans lequel il va poser son problème parce qu'il y a des instances en tant que fonctionnaire, ancien fonctionnaire de la BCEAO, peut-être il y a des tribunes appropriées pour poser le débat. On peut le lui reprocher. Non, qu'est-ce qu'il fait? Non, mais je crois qu'il a fait. C'est ce que j'allais évoquer tout à l'heure. Moi, j'ai suivi un débat il y a 3 semaines, je crois, sur RFI avec Alain Foucault, où Kako Nouveau s'est retrouvé avec 2 spécialistes qui pratiquement défendaient la monnaie. Je crois que c'est un débat qui a été très, très édifiant pour moi. Et moi, je pense que quand il y a des éléments où on est à un niveau comme ça... C'est très dangereux de parler du franc CFA aujourd'hui, surtout pour ces gens-là. Il semble qu'il arrive qu'on tue à cause de ça. Non, mais je l'ai évoqué. Il y a un ministère qui me dit que Sylvanus Olympio a été tué, a été assassiné à cause du franc CFA. Je l'ai évoqué tout à l'heure, mais Kako Nouveau, s'il est en train d'aller comme ça, je ne suis pas sûr qu'il s'est réveillé sur un coup de tête. Un ancien fonctionnaire quand même, d'accord, d'une institution comme celle-là qui sort et qui fait ça. Bon, je ne sais pas, peut-être que ça, moi, n'est pas encore arrivé, que l'on me pardonne. Mais je pense que ce que je dis, comme Isidore Akoro le disait tout à l'heure, la tribune appropriée, c'est ça. Mais je crois quand même que les propos qui se tiennent, c'est pas bon. Et vous voyez qu'on revient aux togolaiseries. Parce que vous voyez, c'est entre Togolais qu'on y va, c'est-à-dire que aussi bas, c'est pas bien. Et je crois qu'il ne faut pas afficher, disons, ce comportement contre nature vis-à-vis d'un débat qui dépasse quand même nos petites identités. Et puis, cette 2 réactions avant de passer à notre sujet, un auditeur qui nous dit la monnaie CFA n'a pas sa souveraineté. Voyons le cas de la France qui a une souveraineté de leur monnaie franc français pour basculer en euro. Un référendum a été fait pour demander au peuple français, voulez-vous utiliser l'euro ou le franc français, oui ou non? Voilà. Alors, lui pense qu'on pourrait faire aussi peut-être la même chose. Il y a un autre qui nous dit, lui nous dit, devant ce frémissement de déferlement d'attaques personnelles à l'endroit respectable, reconnu comme indéniable de compétences et d'expertise du directeur national de la BCEAO, en la personne de M. Kossi Itenou, je veux ici et là lui apporter mon soutien total. Certes, un soutien qui n'a aucune valeur institutionnelle, étant entendu que je ne représente que ma pauvre moi-même, mais un soutien à valeur amicale pour un frère, un homme, un grand citoyen d'État dont l'ampleur des connaissances maîtrisées sur le sujet et qui fait débat dépasse le cadre restreint des ignorances et des passions impulsives qui s'égare. Voilà. Qui me soutient finalement. Vous voyez, il apporte son soutien donc à M. Itenou. Voilà. Donc, on comprend. Monsieur, merci beaucoup. On va aborder un autre sujet. Et là, je propose de revenir sur... Ça, c'est le pro français. On ne peut pas refuser qu'il y ait des pro-français quand même. Bien évidemment. Bien sûr, on ne peut pas refuser ça. Il y a des Togolais qui ont la nationalité. Pour votre chapelle. Mais malheureusement, il nous souvient quand Digo avait proposé la citoyenneté française aux Togolais, ils l'ont refusé. Yves Digo, le représentant de la France au Togo, le gouverneur de la France au Togo. Nos aïeux l'ont fait. Il faut qu'on ait une dignité togolaise. Monsieur, je voulais vous interroger sur la violence. On en a parlé lundi avec les confrères en studio. Le sujet revient toujours sur le tapis avec cette sortie du ministre de la Communication et des Sports, le président de la FTF. En conférence de presse la dernière fois, ils ont élevé la voix en parlant bien sûr de sabotage et puis que, la sanction sera lourde à l'égard de tous ceux-là qui se seraient donc rendus coupables de violence sur les stades. Est-ce qu'on pourra enrayer cette forme de violence qu'on observe dans l'opinion, dans la cité aujourd'hui? Olivier. Non. Quelles sont les raisons, les souches, les causes de ces formes de violence? C'est-à-dire on ne peut pas guérir un mal en ne cherchant pas les causes de ce mal. Et tant qu'on ne trouvera pas les raisons, on va tout faire, mais ça ne disparaîtra pas. Donc il faut d'abord que le ministre, la FTF, tout ça là, mène une enquête ou du moins fasse un travail en ce sens pour trouver les raisons de ces causes-là, de cette situation, avant de vouloir guérir le mal. Sinon, ça ne changera absolument rien à mon sens. Et si j'ose me prononcer,
le mal les causes du mal sont multiformes. Et il y a le confrère Fraternité ce matin, évoquant le sujet, écrit que les profondes, que les mal, enfin le mal est profond, les racines sont profondes. Absolument, voilà. Les racines sont profondes, il faut les rechercher dans les injustices aussi, qui se font au niveau sportif. Et les arrangements donc entre copains et coquins, ça aussi, ça peut expliquer les causes et l'état donc de nos infrastructures et l'organisation au niveau même de la compétition et au-delà, on peut extrapoler en allant sur le terrain aussi politique. Et voilà donc l'envie de se défouler, de s'exprimer de certains citoyens d'une manière ou d'une autre. Donc, ce sont des causes aussi politico-sociologiques qu'il faut chercher. Et maintenant, comment le guérir? Il faut que la FTF soit sans pitié et que les lois... Il faut que la FTF soit sans pitié. Est-ce que la Fédération togolaise de football aujourd'hui, au regard de ce qu'on a écouté, championnat d'apaisement, on annule tout, on reconstruit les amis, est-ce qu'elle pourrait être dans la posture aujourd'hui de sanctionner, d'appliquer la loi, rien que la loi? Ce n'est pas possible. La FTF va de compromis en compromission, en fermant les yeux sur certaines dérives jusqu'à aujourd'hui. Et je vois mal comment cette fédération puisse sévir. Ce serait très difficile compte tenu des accointances qu'ils ont, comme il le disait tantôt, coquin copain ou copain ou coquin. C'est ça, ils se sont vraiment tellement encoquinés qu'ils n'ont pas cette latitude de pouvoir sévir. Sinon, mais il faut qu'on arrête les violences. Il faut qu'on l'arrête, mais ce serait très difficile. Autre chose, il faut voir la commission d'homologation aussi des terrains. On n'a pas de terrain, excusez-moi de le dire, digne de ce nom, où il y a une grille de séparation entre les spectateurs et l'aire de jeu. Donc, vivement que le président de la CAF, lors de son passage de la FIFA plutôt, Infantino, avait dit que bon, on va subventionner la construction des infrastructures au Togo. Donc la balade dans le camp du pouvoir togolais, de pouvoir engranger ses ressources pour au moins, dans chaque préfecture, avoir, comment dirais-je, un stade digne de ce nom, un stade homologué par la FIFA, et que ces violences puissent s'estomper. Et donc c'est par là qu'il faut commencer. Sinon, vous voyez, même on peut faire venir des forces de l'ordre, plus de 100 sur un terrain de jeu, ils n'ont pas la capacité de pouvoir protéger ces arbitres. Et c'est ce que nous constatons. Bon, en même temps, quand on déploie les forces de sécurité sur les stades, pas que pour protéger les arbitres. Non, mais y compris les supporters qui se rendent habituellement coupables. Il y a un auditeur qui nous dit que tant que la corruption ne cessera pas, la violence aussi ne cessera pas. Non, la violence, c'est l'arme des faibles, dit-on. Tous les stades au niveau desquels ce genre de phénomène a repris avec une certaine violence, ça veut dire que ces gens-là ne sont pas maîtres d'eux-mêmes, ils ne sont pas maîtres de leurs nerfs. Parce qu'un homme responsable, un homme d'un certain niveau, c'est quand on arrive même en situation d'injustice à maîtriser ses nerfs, à ne pas se laisser aller à l'excès, à certains excès. Même malheureusement, c'est ce que nous avions connu. Mais à qui la faute? On n'a pas d'infrastructure ici. Quand l'aire de jeu est presque collée à l'aire réservée aux spectateurs, donc il y a cette étroitesse-là. Oui, mais ailleurs on voit ça, mais il n'y a pas d'envahissement de la pelouse. Ailleurs, bon, en Angleterre, non, elle a mieux. Je suis désolé, mais vous voyez, la FTF se montre trop laxiste. C'est pas la première fois qu'on enregistre tout ça là, mais quand les seules sanctions reviendraient peut-être à délocaliser les matchs, les gens vont mettre les moyens pour mettre même les bus à disposition des gens pour aller. On est laxiste par rapport aux sanctions qu'on est censé prendre. Il faut suspendre les gens.
Il faut taper, il faut la reléguer aux divisions inférieures. Il faut passer par la extrême, ça. Non, oui, mais la violence, par rapport à cette violence, il n'y aura pas de décision extrême. Il faut aller, pas de dos de la queue, il faut aller avec la manière. Il faut agir. L'antidote, là, il faudrait que cet antidote-là soit fort pour marquer les esprits. Là, tous ceux-là qui seraient candidats à la violence vont se dire, ah tiens, quand nous avions eu à faire ci, quand certains ont eu à faire ci, voilà la sanction qui leur a été infligée. Troisième division. Il faut pas faire dans du sentiment. Maintenant, pourquoi la FTF se montre laxiste? C'est parce qu'à un certain niveau, les liaisons incestueuses sont poussées très loin. Il y a cette histoire de copinage, d'amis, de clans qu'on a formé, entre choses. Il y a certains qui se montrent intouchables alors que on doit... Donc c'est finalement partout dans la société finalement. Non, tout est pourri, tout est pourri. Vous pensez que quand on dit qu'il y a eu telle violence à chose, mais le poisson pourrit toujours pas la tête. Quand ça ne pourrit pas par la tête, le reste du corps ne prend pas le coup. Donc, vous conviendrez avec moi que tout est pourri et certains se donnent cette liberté-là de s'adonner à des excès qu'il ne faut pas. Donc, délocaliser un match, on en a vu. Il suffit seulement qu'on revienne sur le terrain du club qui toujours s'exerce dans la violence et qu'on reverrait ça. On a vu à Bikenti, mais quand on vous rétrograde en division inférieure, troisième division, de première division, troisième division, je ne crois pas. Je ne crois pas savoir. Il y a un auditeur qui nous dit qu'un championnat d'apaisement ne peut que créer la violence. Les hommes vont vouloir changer Gabi quand il faisait la pluie, le beau temps, quand il était aux affaires. Voilà. Quel est le Non, je ne crois pas que, comment l'appelle-t-on, le hooliganisme soit une spécificité togolaise, d'autant plus que ça vient d'ailleurs et ça porte un nom. Mais on sanctionne là-bas. J'arrive, c'est pour ça que je voulais dire à Eric que, en réalité, la violence, tant que on ne prend pas des éléments pour peut-être, c'est-à-dire que l'éviter, on ne peut que s'exposer à ça. Deuxième élément, c'est que la violence ne va jamais s'arrêter. Tant qu'il n'y aura pas équité, il n'y aura pas justice. C'est ça aussi le problème. Mais moi, mon inquiétude, c'est quoi? C'est que pourquoi il y a tant de remous ces derniers temps-ci, depuis que cette histoire de 600 millions a ressurgi? Je me pose des questions. Est-ce qu'on n'essaye pas quelque part un peu de détourner l'attention des gens? Il faut faire attention. Cette histoire aussi, à partir du moment où... il faut aller sur le terrain. Non, attention, on est dans un monde où on parle de relations incestueuses, on parle de copinage, on parle de tout ce dont on a parlé tout à l'heure. Mais ça ne passera jamais de Togolais. L'actualité, c'est-à-dire que guidant les comportements des gens, les gens cherchent un supplément d'âme. Qu'est-ce que vous croyez? Il y a ceux-là qui, peut-être, ont dans leur subconscient cette question qui n'est pas réglée, et voir encore de petites injustices sur le terrain, ils vont vouloir en découdre et s'exprimer comme le disait Olivier Adja tout à l'heure. Donc je dis que de manière globale, il y a un problème de gouvernance qui s'oppose, mais en même temps, il faut que celui qui est devant puisse donner l'exemple. Quand on vous donne une responsabilité et que vous ne pouvez pas l'incarner avec justice et équité, vous ne pouvez que créer des problèmes comme ceux que nous sommes en train de vivre. Donc c'est un tout. La question a été posée de savoir tout à l'heure si c'est finalement partout. Eh bien, c'est partout. La société togolaise, elle est malade. Très bien. Il y a un auditeur, visiblement, qui doit connaître très bien le sujet, qui nous dit les causes de cette violence viennent des corps arbitrales. On a le groupe des arbitres Baba Touré, le groupe de Mme Kaï, le groupe d'Eric Fagla, aux ordres du président de la commission d'organisation. L'arbitre du match de Barou fait partie des groupes des arbitres commando pour tricher. Pour l'histoire, cet arbitre est souvent récusé sur plusieurs matchs, mais on le maintient. Alors, dans ces conditions, oui, bienvenue les dégâts. Un autre auditeur qui nous dit, alors lui nous dit, les racines de ce mal sont profondes. Si les décideurs de notre pays conseillent leur population de prendre des armes pour accéder au pouvoir, on ne peut qu'assister à ce genre de choses, dit-il. Un autre auditeur qui nous dit, permettez que je retrouve le message, qui nous dit, où vont les fonds collectés à l'entrée des terrains? C'est-à-dire après la vente des tickets. Je crois qu'avec cet argent, on peut commencer quelque chose. Clôturer les terrains, mettre les gazons et disposer des places pour les spectateurs. C'est avant tout une question de volonté à la base, nous dit l'auditeur. Il y a un autre qui nous dit que, eh bien, c'est aussi la frustration politique, et c'est ce sujet qu'on va aborder tout à l'heure. Je dirais aussi que
c'est parce que les dirigeants des clubs veulent ou ont fait de leur club un parti politique. Ils doivent savoir une fois de bon que le foot est différent de la politique. Je voulais justement que de façon générale, on parle de la violence. Le Togo est un pays de paix, un pays d'accueil, mais on en a parlé lundi avec les confrères, il n'est plus rare de voir dans notre cité des Togolais aigris qui s'insultent dans la rue à longueur de journée, ou quand vous touchez quelqu'un, il ne tolère pas, il réagit automatiquement. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça aujourd'hui pour quelqu'un qui est plus âgé que nous ici, leader à Color? Non. Pourquoi est-ce qu'avant, le Togolais est tolérant, aujourd'hui, on ne laisse plus rien passer, on doit automatiquement réagir? Non, c'est dommage, c'est l'expression de l'amertume et des crises refoulées, des crises mal gérées. C'est comme ça. La crise refoulée. La crise refoulée. La crise refoulée, c'est des crises qu'on n'a pas su bien gérer. Et on refoule. On refoule, donc ça rebondit. Et c'est ça les manifestations populaires. Et les gens en ont ras-le-bol et s'en prennent à quiconque pour exprimer leur désarroi, leur amertume. C'est ça, c'est ce que nous vivons. Et même vous allez voir quelqu'un qui jette l'eau dans la rue, vous l'interpellez, dites est-ce que c'est ton salon que je suis venu verser ça? Bon, voilà. C'est dommage que nous en soyons arrivés là. Et je pense qu'il va falloir revoir ce contentieux entre les politiques. Parce que tout part de là. Une fois que chacun se sentira un bon citoyen, concerné et pris en compte par la gouvernance, je crois que ces choses vont cesser. Il y a une raison réelle encore pour expliquer cette forme de violence qu'on observe dans ma cité, Olivier? Non, on l'a déjà dit, c'est l'expression, non pas seulement de la politique, mais des problèmes qui n'ont pas été bien gérés et aussi des injustices au niveau social. Parce qu'il faut le marteler, c'est que nous avons beaucoup d'injustices au niveau social. Le premier des Togolais l'a reconnu, il y a une minorité et il y a une majorité. Et le gap est tellement grand que on ne peut, et les gens n'ont pas aussi ce défouloir pour pouvoir au moins se vider. Mais qu'est-ce qui fait le défouloir, justement? Bon, il y a beaucoup de choses. Vous savez, moi, je pense que le Togo, c'est en réalité un cas d'école pour les chercheurs en psychologie, en sociologie, en pathologie des peuples et des masses. Ils ont de la matière donc d'études en fait. Ils ont une matière. Oui, ils ont un outil formidable pour faire des études. On devient d'accord alors. Pour nous éclairer, parce que moi je ne suis pas un spécialiste, mais quand même je crois qu'il y a un problème sérieux à ce niveau et on a besoin des spécialistes pour vraiment aller au fond de la société et faire ressortir tout ce qu'il y a comme raison et pouvoir nous proposer des approches de solutions. Mais de façon basique, c'est que il y a des injustices sociales, il y a des frustrations, il y a donc des raisons que les gens beaucoup parlent également et non pas de défouloir pour le faire. Évoque justement aussi l'incivisme, on en a parlé tout à l'heure. On va revenir sur le sujet tout à l'heure après la pause publicitaire, puisqu'il est 12h sur la radio. Taxi Presse, dernière partie avec Olivier Adja, Kenano Issifou, Isidore Akolor et Tchakala Alero, avant de les retrouver pour la suite du débat. Nous avons la rédaction de Taxi FM en liaison. C'est Jean-Marie Leblanc qui est au téléphone. Jean-Marie, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes au programme pour Taxi Midi à 12h45. Quel est le contenu de votre journal, Jean-Marie?
Eh bien, dans l'actualité, le document qui retrace les actions du chef de l'État-fort et Sosdemna Gnassingbé à la tête de la CEDEAO 2017-2018, document présenté mardi à la presse par Robert Dussé, ministre chargé des Affaires étrangères. Suite fin ce mercredi des travaux de la rencontre des acteurs du système éducatif du Togo, eh bien, il faut l'état des lieux pour de nouvelles perspectives. Engagement social à travers l'innovation de l'économie numérique au service de la réduction de la pauvreté, un projet de l'ESMC s'annonce dans le canton d'Amotivé. On en parle avec Hugues Atiko. Enfin, mobiliser les données de la diversité biologique pour un développement scientifique responsable, un défi à relever dans le système mondial d'information sur la biodiversité et le développement de tous ces titres, c'est à 12h45. Et avec vous, bien sûr, Jean-Marie Leblanc. Merci beaucoup, Jean-Marie. Retour en studio avec mes confrères sur la question de la violence et du civisme. D'abord, on évoquait tout à l'heure avant la pause cette question du peuple violent qui est devenu le Togolais. La réponse pour certains, c'est non. Mais sur le sujet précédent, un petit peu par rapport toujours à la violence, un auditeur qui nous dit par rapport au foot, il dit qu'il faut demander au président de la FTF pourquoi ce sont les mêmes personnes qui composent les commissions et sous-commissions de la FTF. Le problème se trouve là-bas, quand la violence trouve sa racine dans la triche et dans la corruption organisée par l'éternel membre des commissions, des différentes commissions. Il a l'air d'en savoir un peu plus de toute façon. Alors, sur la question des Togolais qui est violent aujourd'hui, comment est-ce qu'il faut l'expliquer selon vous, Tchakala Léo? Non, c'est un contraste un peu poignant ces dernières années, parce que le Togolais, c'est l'homme là qui est correct, qui respecte autrui, et quand on est au Togo, on se sent mieux au Togo qu'ailleurs, que dans son propre pays d'origine. Mais pourquoi ça a changé? On ne n'est pas aigri, on le devient. C'est la somme cumulée de tout ce que nous avions connu. Comme refoulement, on n'est pas à l'aise chez soi, on est victime de certaines injustices, on ne mange pas à sa faim, on voit le partage du gâteau national être dans les mains des mêmes pendant plusieurs décennies. Donc cela a créé un sentiment de rébellion contre certaines situations qu'on trouvait normales. Avant, mais vous faites quelque chose à quelqu'un, la personne vous dit, mais peut-être vous ne le savez pas avant de faire, mais cette fois-ci, c'est que la réaction de tous ces gens-là. Est-ce que c'est pas une forme d'intolérance plutôt? Non, mais l'intolérance, on ne n'est pas intolérant. On le devient au regard de tout ce qu'on vit. Ça, donc on cherche quelqu'un pour chose. Le Togolais, c'est pas ça. Quand vous prenez, j'ai un exemple concret à vous donner. Quand vous prenez tous les cadres de ce pays, quoi qu'on dise, ils ont fait Sokodé. Ils ont fait Sokodé. Que vous prenez d'Inkodio à Gboibo, les Kanekachua, tout, ils ont fait Sokodé. Et Sokodé, c'est la ville d'accueil. Quand vous êtes fonctionnaire même de cette localité, quand vous prenez la retraite, là, vous ne cherchez même plus à regagner. Non, à l'époque, il y avait une politique qui avait été mise en place. Venez maintenant à Sokodé. Pour l'expliquer donc aux nos auditeurs, il y avait une politique qui avait été mise en place. Tous ceux qui sont du Sud, qui sont au Sud, les cadres, à l'époque des élèves brillants, étudiants, on les envoie à Sokodé. Et ceux qui sont de l'autre côté, on les envoie à Lomé. Donc les cadres à Sokodé, des cadres à Lomé, mais de régions différentes. Voilà. On n'a pas vécu cette réponse-là. Quand tu loues chez quelqu'un, la personne t'exonore du paiement de choses. Donc, il y a des situations là-bas. Maintenant, allez-y un peu à Sokodé. Vous allez comprendre que le citoyen de Sokodé d'hier n'est plus celui d'aujourd'hui. Le Sokodéen. Vous comprenez? Donc, il y a eu beaucoup de choses. Des choses que les gens ont comprimées en eux. Ils sont en train de le défouler. Donc, la faute n'appartient pas à ceux-là qui sont aujourd'hui aigris. Mais ça... La faute revient à ceux-là qui ont ce pan de gestion de certaines affaires publiques de notre pays. Ils ne se remettent pas en cause, ils estiment que non, ils ne font que faire les constats. Maintenant, ce constat qu'ils font là, ça vient, ça prend c'est son origine d'où? De quel phénomène? Est-ce que les gens mangent à leur faim? Est-ce que les gens sont concernés par les richesses du pays, par la distribution? Les Togolais ne mangent pas à sa faim? Non, pas du tout. Certains même n'arrivent même pas à s'offrir un repas chaud toute une semaine. C'est une seule fois. Non, en même temps, ça une semaine. Si. Peut-être le repas chaud, c'est la bouillie. Bon, la bouillie, Akata, chose. Je vous dis, les Togolais sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui à cause de ça. Vous ne mangez pas à votre faim,
Mais il suffit seulement qu'on vous touche comme ça que, bon, vous allez bouillir de rage. Ce que vous devrez accepter de bon cœur comme plaisanterie, mais ça vous met les nerfs à dure épreuve. Donc vous défoulez. Donc il faudrait aujourd'hui que les Togolais, au niveau du sommet, on remette tout à plat et qu'on reparte sur des bases plus saines. Comment on gagne cette guerre, Kenanou Sifou? Parce que nous devons retrouver une société de paix, une société paisible. Mais nous l'avons souvent dit ici, nous n'avons pas d'idéal. Quand on parle de civisme, c'est quoi? Ça fait appel à la conscience politique, d'accord, de ceux qui dirigent le pays. Ça fait appel à la connaissance de ses droits et de ses devoirs. Oui. Ça fait appel au respect donc de la chose publique, de l'intérêt public. Aujourd'hui, est-ce que les Togolais sont unanimes? Est-ce que les Togolais se reconnaissent dans l'intérêt public? Est-ce que les Togolais se reconnaissent dans la chose publique? Je crois que non. Est-ce que nous avons des institutions qui sont fortes, qui incarnent véritablement l'idéal togolais? Je dirais non. Vous avez un ministère, d'accord, de la communication, de la formation civique. Qu'est-ce qui est fait là-bas par rapport à la formation civique? Quel est le modèle qu'on est en train de proposer aux Togolais? Vous vous rappelez que nous, en notre temps à l'école, vous récitez la morale le matin. Oui, celui qui ne maîtrise pas sa leçon de morale, il a eu une punition avant de commencer sa journée. Et qu'est-ce que la morale disait? On allait même jusqu'à nous enseigner le bonjour à dire au papa, le bonjour à dire à l'homme dans la rue. Aujourd'hui, tout ça, ça a disparu. Vous avez une génération, et je le dis souvent, que l'on m'écoute ou pas, sachez que vous avez une génération aujourd'hui où vous voyez des enfants qui vous dépassent dans la rue parce que tout le monde se suffit. À un moment donné, l'exemple, les clichés, les images que ceux qui dirigent le pays renvoient aux communautés font qu'en réalité, les gens ne se reconnaissent pas les uns en les autres. On se retrouve par affinité autour des intérêts momentanés. Et quand on a fini de se partager, et là d'ailleurs, autour de ce petit partage-là, il y a encore un problème, on se retrouve encore avec beaucoup plus de déchirement. Et chaque situation où en réalité on devait saisir la balle au bon, l'occasion, le coach, de pouvoir renvoyer un signal, c'est-à-dire qu'on ternit encore plus davantage la situation que nous avons. Et donc, pour revenir clairement à la question, on ne peut que gagner cette guerre avec de la conscience politique, de la bonne gouvernance. Ça veut dire qu'il faut de l'équité, mais bien sûr de l'équité, de la justice. Il faut déjà, au sommet, donner le bon exemple. Je posais une question tout à l'heure en sourdine à Aliou Tchakala, mais c'est qui notre Toussaint Louverture au Togo? C'est qui notre Che Guevara au Togo? Mais on n'en a pas. Vous prenez par exemple un ministre, vous dites qu'il a bien travaillé, quelqu'un vous dit à côté, et c'est un de ses employés, que c'est un faux cul. Mais parce que l'image qu'il renvoie dans les couloirs, quand il vient au ministère, la personne ne se sent même pas concernée par, c'est-à-dire que les employés, ils ne se mettent même pas, un temps soit peu, à leur niveau. On n'est pas à l'écoute des populations. Alirou dit quelque chose, Éric Gatton, c'est parce que vous ne vivez pas certains cas que vous dites ça. Il y a eu des situations dans une ville du pays que je ne vais pas citer, où on a vu des gens, comme au temps de la Somalie qu'on a connu. Dans mon pays, le Togo, ça existe. Vous voyez quelqu'un qui est dans un quartier... Mais les gens étaient sur les dents, presque mourants. Il a fallu un acte, disons, de solidarité de certains, que je salue au passage, je sais qu'ils m'écoutent, qui ont demandé une cotisation spéciale très rapidement pour aller prendre ces gens-là, les amener à l'hôpital d'abord pour soigner la maman et pouvoir donner à manger sur au moins une période à l'enfant pour que l'enfant puisse retrouver ne serait-ce qu'un peu d'énergie pour pouvoir avoir un souffle. C'est dans notre pays que ça se passe comme ça. Je ne dis pas que... Et cela ne date pas de plus d'une année. Mais bien sûr, parce que depuis une décennie au Togo, vous savez, les gens tirent le diable par la queue. Et il faut mettre fin à cette situation. Vous voyez nos barons, je les interpelle. On ne vous demande pas grand-chose. Je disais ici la dernière fois que quand on est allé pour, disons, comment l'appelle-t-on, quand le gouvernement s'est retrouvé à Tablibo la dernière fois, je m'amusais en disant que la société qui a bénéficié du marché des tentes puisse implanter ne serait-ce que 5 forages au bout d'un mois dans cette localité-là, dans sa part sociale. J'interpelle les gens, quand vous avez un baron qui vient, avant de rentrer chez lui à la maison, mais regardez à vive allure, on vient, on rentre, on sort, on n'a aucun égard pour ceux qui sont à côté, on vit cloisonné, vous voyez le fossé, il est trop grand, il est creusé. Et quand cette guerre ne peut jamais se mener quand on vit comme ça. Je crois que le signal doit venir dans. On n'a pas besoin d'une étude pour voir la misère dans nos qui courent nos rues. Hein.
Bien sûr. Et depuis quelques années... Mais est-ce qu'il faut tout expliquer par la misère? Mais c'est la misère. Allez-y dans les microfinances, vous comprendrez. Mais ça saute aux yeux. Vous voyez même des bonnes femmes. Depuis cette année, mais ça peut être bien habillées, en wax, qui vous interpellent. Dit, monsieur, est-ce que je peux pas avoir 500 francs 200 pour régler? Ça, c'est... je parle de Lomé, hein. Oui. Je ne parle pas des D'Apaon, par exemple. Non, des Rameaux. Je parle de Lomé. Mais ça court les rues, la misère court les rues. Et c'est ça le problème, le nœud du problème. Oui. Et beaucoup de gens, il y a une mauvaise répartition des richesses. Pendant qu'on fait de la gabégie au su, au vieux, Il y a en un toute auditeur impunité qui nous devant dit, les populations. il y a un seul problème au Togo qui rejaillit sur tous les autres secteurs de la société, c'est la mauvaise gouvernance du pays, nous dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit, depuis l'accord politique global en 2006, qui le président actuel profite et qui ne veut appliquer, je pense que le texte est mal écrit. Non, c'est Jésus-Christ ne veut pas l'appliquer, le mettre en œuvre. D'accord. Nous allons prier quand même nos auditeurs de nous envoyer des messages bien écrits, bien formulés, puisque nous sommes dans l'instantané, pour que nous puissions bien lire ces messages. Pas de messages SMS, c'est-à-dire où on abrévie les choses, sinon on ne pourra plus les lire. Oui, Olivier Dia. Non, je crois que la solution, nous tous, nous avons la recette de cette solution-là. C'est une bonne redistribution des recherches et des ressources du pays. Et c'est une formule chère au quart, hein? Oui, bon, de toutes les façons, pas seulement au quart, mais peut-être c'est le quart ça ne reste pas un discours politique. Voilà, ce n'est pas un discours politique. Tous les citoyens togolais portent cet idéal-là, c'est-à-dire la bonne redistribution des ressources et aussi une bonne justice sociale. Et que notre appareil judiciaire puisse jouer son travail, son rôle plutôt, afin que la justice soit dite et soit faite, et que les lois s'appliquent, parce que nous avons de très bonnes lois, mais c'est leur application qui pose problème. Je ne doute pas qu'il y a la volonté politique pour le faire, mais seulement au niveau de l'application, il y a des difficultés, parce que il y a des gens, et mon confrère Kenan l'a dit, qui ont perdu cette valeur humaine. Certainement à force de se sentir trop puissant et puissant, n'arrivent pas à porter les souffrances de leurs citoyens. Et cette flamme de Dieu, cette flamme divine qui est en nous, ça a été... Elle s'est éteinte. L'humanité, cette flamme s'est éteinte. Et la preuve, c'est que vous avez des boss, je les appellerai ainsi, qui ont un parc automobile qui vous font tomber en transe lorsque vous les voyez. Et en face, vous avez un citoyen qui n'a même pas un vélo. Une richesse qui fait 10 décennies de budget d'un État. Qui n'a même pas un vélo et qui souffre terriblement, mais vous verrez, ce boss ne va jamais faire un geste à ce citoyen-là pour lui venir en aide, comme la Bible l'a dit au temps du riche et de ce pauvre-là, et Lazare. C'est ça, nous vivons ça aujourd'hui. Il y a des Lazars, la majorité des Togolais sont des Lazars, et là, il y a une minorité de riches. Alors, on se retrouvera au paradis. Oui, bon. On espère. Alors, il y a un auditeur, j'aimerais bien qu'on aborde très rapidement la question politique, vous donne la parole donc aux auditeurs au téléphone. Il y a un qui nous dit que l'incivisme est une conséquence de la frustration et non une cause. Un autre aussi qui nous dit, selon notre président, on a deux types de Togolais. Une minorité qui mange bien et une majorité qui végète dans la misère. À cette allure, on ne peut qu'assister à ce genre de comportement. Tant que les richesses ne seront pas bien partagées, bonjour les dégâts, nous dit donc l'auditeur. Il y a un autre aussi qui est dans presque la même veine. C'est cette minorité dont a parlé le président de la République qui est à la base de nos problèmes. Elle est trop arrogante. Elles ne font que mettre
des dos d'âne devant leur maison. Bon. Ah oui. Bon, voilà, je pense que... Non, mais il y a la question... C'est vrai qu'en soulignant, comme l'auditeur l'a dit tout à l'heure, il a su bien quand même nous rattraper en orientant, d'accord, nos idées en disant que l'incivisme qu'on vit aujourd'hui n'est que la conséquence de la frustration. De la frustration, qui est donc, qui a pour cause la mauvaise gouvernance, l'injustice sociale et tout ce que nous sommes en train de dénoncer. Et comme Olivier Adja le disait, s'il faut sortir de cela, qu'est-ce que l'on fait? C'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure de la formation. C'est quelle formation civique on est en train de donner aux Togolais? Et même si formation il y a, tant qu'on ne va pas régler les problèmes des injustices, mais les gens ne feront que fi de tout ce que vous allez leur apprendre et des lois qui existent. La preuve, c'est que le Togolais ne cherche même pas à connaître les lois qui existent dans son pays. Et l'unanimité, oui, c'est-à-dire que on ne se reconnaît pas. Dans les institutions, on ne sait même pas si on vit dans un pays, on se fout de tout ce qui existe. Les gens brûlent le feu, pourquoi? Parce qu'ils disent, vous nous dérangez, moi je suis pressé. Mais au péril de sa vie, vous voyez, au péril de sa vie, peut-être parce que les gens veulent que nous soyons comme ça. Bien. Tchakala, et puis on passe à notre sujet très rapidement. Non, mais quelqu'un a fait une remarque pertinente de ne même pas parler de mauvaise redistribution des richesses du pays, hein, de parler plutôt de confiscation. Non, qu'il assume, si c'était une mauvaise au moins certains auraient droit quand même à... Là, personne n'a rien. Non. C'est une confiscation. C'est une confiscation qu'il ne faut pas qu'on se leur redistribution, ça donnerait un peu bonne conscience à ceux-là qui s'adonnent à cela. Que c'est une confiscation par une minorité de tout ce qui devrait être partagé à la grande masse. Maintenant, s'agissant du cas dont il est question, tout ça, mais vous comprenez avec moi que quand certaines situations naissent, et pour éviter le blocage, pour éviter de se confiner dans ce carcan-là, on est obligé de se lâcher. Et c'est ce qu'on voit. Donc, certains sont là, ils vivent comme des princes des pays du Golfe, et d'autres sont dans l'absolu besoin. Et l'arrogance des gens, c'est ça aussi. Ceux-là dont on devrait s'identifier comme étant les bienfaiteurs des gens qui sont là, il n'y en a plus. Au moins à un moment, à une période donnée, on a vu des gens quand même qui avaient ce sens du partage. Mais c'est comme si consigne a été donnée quelque part que vous ne donnez plus. Ceux-là qui donnent un peu, eux aussi, ils ont fermé le robinet. Bon, consigne leur a été donnée, on ne le saurait. Donc oui, c'est ça la très bien. Pour partager le même avis, il y a au Togo une région qui regorge des milliardaires. Ils sont au moins une dizaine. Mais allez-y, visitez voir ce qui se passe. Suivez mon regard. Donc, bon, vous savez, ça fait un moment où on suit le regard des gens. Oui, c'est une confiscation, comme le dit. Il y a un seul élément, il y a un élément autour duquel les Togolais sont unanimes, d'accord, et pourront faire une union sacrée, c'est ce sujet dont nous parlons. Oui, attention à l'avenir. On va finir avec ce sujet-là justement, avec ce message d'un auditeur qui nous dit: cette violence est la résultante de plusieurs facteurs. Éducation, intolérance, gabegie au niveau étatique, arrogance administrative, etc., nous dit l'auditeur. Alors, dans 5 minutes environ, on donnera la parole aux auditeurs. Mais avant, je voulais avoir votre avis sur cette sortie du président ghanéen, l'un des facilitateurs ou ex-facilitateur final, puisqu'il a bien dit que c'est terminé la facilitation au Togo. Est-ce qu'il faut encore confier au regard de tout ce que Nana Akufo a dit à nos confrères français dimanche dernier, notamment que le règlement du problème togolais, c'est l'affaire des Togolais même. Est-ce qu'il faut encore confier la facilitation des crises togolaises aux étrangers encore? Je vais commencer par vous, très rapidement. Vous avez 1 minute. Est-ce que les Togolais ne sont pas fatigués que toutes les fois qu'on veut parler d'eux, qu'on parle seulement de crise? Ça, c'est ça une autre question qu'il faut poser. On ne va pas dire que tel Togolais a émergé de quelque part. Donc, c'est crise, violence. On en a marre. Ça veut dire que nous-mêmes, nous ne prenons pas en compte ce que nous vivons. La situation dans laquelle nous sommes en train de nous engluer, c'est comme, c'est du pain béni et bon, c'est bon, on veut rester dedans. Comme si certains avaient fait de ces crises récurrentes-là un fonds de commerce. C'est quand il y a crise que certains se retrouvent, sont dans leur biotope, ça leur permet de faire beaucoup d'argent, c'est ça. Mais quand le président ghanéen, facilitateur de la crise, a dit que le problème revient au Togolais, c'est vrai.
Il a entièrement raison. Depuis que ces gens-là viennent, facilitateurs par ici, facilitateurs par là, une chose est de décider de quelque chose, mais le suivi, c'est ça qui fait problème. On décrète, vous venez, le sourire jusqu'aux oreilles, vous signez que non, c'est fini. La crise, nous la conjuguons passée. Mais le suivi n'existe pas. Certains vont aussitôt leur signature à poser sur le document final qu'ils se mettent à pourfendre ce même document. Ils ne font rien pour mettre en œuvre ces bonnes résolutions qui devraient peut-être épargner le pays. Aujourd'hui, la facilitation, facilitation, elle est bien terminée, tout le monde le voit, mais on continue pas à faire le couloir. les couloirs par rapport à quoi? Oui, mais... Pour que ces gens-là reviennent? Bon, les acteurs. Olivier Adja. Non, et on le sait tous, nul ne viendra de l'extérieur pour construire notre pays à notre place. Et il faut se rappeler, à l'ouverture voilà, des discussions la dernière fois, oui. Et le président ghanéen l'a bien dit que lui, il vient pour aider, mais pas pour, il n'a pas de solutions toutes faites, et c'est aux Togolais de trouver les solutions. Et je crois qu'on est assez mûr pour pouvoir régler nos problèmes entre nous, mais au même moment, il y a des gens donc, qui préfèrent l'extérieur, parce que parmi la C14, il y avait des gens qui avaient proposé une formule entre Togolais. Et lorsque ça serait, on aurait des difficultés, on peut faire appel à des facilitateurs. Mais il y a d'autres, il y en a qui ont dit non. Et le gouvernement togolais aussi était pour cette formule. Mais les gens ont trouvé derrière une manœuvre. Et étant méfiants, on ne fait jamais confiance aux Togolais. On a appelé l'extérieur. Aujourd'hui, on accuse ceux que nous-mêmes nous avons appelés de venir régler nos problèmes qui sont à la base de l'échec des discussions. Donc voilà, nous-mêmes, on n'arrive pas à faire nos propres remises en cause et à tirer des leçons de nos échecs. On trouve toujours que c'est l'autre qui est fautif. C'est le problème. Il y a un auditeur qui nous dit que le président ghanéen a menti comme il sait que les Togolais peuvent régler leurs problèmes. Pourquoi il a accepté la médiation? Est-ce qu'il a servi aux Togolais? Il peut le faire chez lui. S'il n'a rien à faire, il n'a qu'à nous laisser en paix. Il doit reconnaître qu'il a échoué, dit cet auditeur. Quel ami c'est faux? Mais je suis d'accord, disons en partie avec cet auditeur, parce que moi je ne voyais pas en fait l'opportunité d'une médiation. Quelqu'un a dit tout à l'heure, il y a des mois. Rappelez-vous en 90, je le dis souvent, nos sources sont parties de là. Quand il était question d'instaurer la démocratie, il y a eu un forum qui a été proposé. Il fallait donc très tôt établir un cadre de dialogue entre les Togolais, mettre les vrais problèmes sur la table, les étudier en profondeur et se décider de l'après-règlement, le Togo qu'on va construire. On n'a pas pensé à cela. On est allé très vite, d'aigreur en aigreur, de règlement de compte, on en est là. Les sources sont là et maintenant c'est que les gens ont eu une trouvaille. C'est quoi? Duplicité, complicité, bluff. Je le dis souvent ici, il faut fermer toutes ces officines parce que c'est devenu finalement un fonds de commerce. Et là où les Togolais doivent se réveiller, et ils sont déjà réveillés, c'est que les gens se leurrent. Le Togolais n'est pas bête, il est très intelligent. Le Togolais n'a qu'un seul problème, et c'est tout ce que nous venons d'évoquer tout à l'heure. Et il faut que les Togolais se réveillent et fassent l'unanimité autour des questions sociales qui puissent nous permettre en fait de manger à notre faim, de pouvoir nous soigner et de pouvoir avoir un toit pour dormir et laisser ces gens-là mourir de leur... je ne sais pas quoi dire. Dans une minute, les auditeurs. Oui, non, ce que j'ai dit, je vais toujours rappeler ce postulat. Tout conflit refoulé ou mal réglé rejaillit toujours. Aujourd'hui, certains vont croire que nous sommes en post-conflit. Et quand ce qui n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Pas du tout vrai. Ça va toujours rebondir. En intelligence négociationnelle, tout le monde le sait. Quand vous allez à une négociation et que vous sortez 90% gagnant et l'autre 10%, mais sachez que l'autre va rebondir du jour au lendemain. C'est pourquoi, quand on va à une négociation, il faut avoir l'esprit de pouvoir perdre quelque chose. Et que ce que vous perdez ne soit pas considéré comme quelque chose, un échec. Et c'est dans ce carnaval que nous sommes aujourd'hui. Certains en sont sortis de la négociation que bon, nous avons gagné, nous avons organisé les élections et tout est à norme. Mais aujourd'hui, on fait toujours les couloirs. Très bien. Parce que tôt ou tard, ça va rejaillir sur nous. Donc, il faut anticiper
il faut anticiper sur ces éléments pour que la crise qui avait conduit à ces conflits mal réglés et qui rebondit au jour le jour soit définitivement réglée. Et je pense que, quoi qu'on dise, c'est vrai que la communauté internationale, on a toujours besoin d'une médiation en matière de règlement de conflit. On va commencer par prendre maintenant les auditeurs au téléphone sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Notre premier auditeur au bout de la ligne. Allô? Allô, bonjour Eric. Oui, bonjour. C'est M. Maglo. Monsieur Maglo, nous vous écoutons. Oui, je reviens sur la problématique du franc CFA. Oui. Je me pose une question tout le temps. Cette question, la voici. Quelle est la vraie nature du nègre, du noir que nous sommes? Quelqu'un parmi vous avait dit tout à l'heure que ce débat le ramène dans les années 60 où on luttait pour l'indépendance. Et il y avait des pros, il y a des contre, effectivement. C'était une prise de conscience à l'époque. Aujourd'hui, il y a encore une autre prise de conscience sur l'économie, le franc CFA. Mais la question est de savoir quand est-ce que nous, nègres, nous allons toujours continuer à prendre conscience, aller de prise de conscience à prise de conscience. Parce qu'à l'heure où nous faisons ce débat, il y a autre chose qui nous attend. Il y a la prise de conscience culturelle, notre nature même de nègre. Nous sommes des noirs, mais nous parlons français. Ça ne vous dit rien que c'est notre outil de travail, le français. Nos amis anglophones dont vous parlez, ils disent qu'ils ont leur monnaie. Ils parlent anglais aussi. Est-ce que c'est normal? Il y aura encore un autre moment où on va encore lutter pour ça. C'est là où je cherche ma nature de nègre que nous sommes. Comment est-ce que nous, toujours, on s'est laissé berner par certains peuples et tout le temps, quand on se réveille, on s'en prend à eux, que c'est toujours eux notre malheur. Bon, c'est au-delà de ce débat-là. Il faut que ça finisse un jour. Et la vraie solution, c'est de réfléchir pour dire que laissons les Blancs, leur monnaie que nous utilisons, on fait ce débat. Mais il y aura encore d'autres prises de constat de jour en jour, ça viendra tout le temps. D'accord. Très bien. Moi, je voudrais qu'on trouve une solution finale, une réponse finale pour cela. Ça veut dire que nous devions maintenant être nous-mêmes. D'accord, très bien. Laissons les Blancs avec leurs histoires de tout cela. Même si aujourd'hui on gagne cette bataille de franc CFA, il y a d'autres batailles qui nous attendent toujours. Parfait. Ne nous laissez pas toujours berner et trouver des solutions. Mettons-nous dans la position défensive. Nous sommes toujours dans une position de défensive. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Maglo. Merci de nous avoir appelés. On va prendre un autre auditeur. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est M. Koulani. M. Koulani, nous vous écoutons. Oui, moi je veux parler aussi du franc CFA. D'accord. Le directeur général de la BCE qui a fait cette conférence de presse hier. Kakonou Boupo a appelé en direct sur Canal FM pour des documentaires. Ils ne se sont pas vus. Mais la question que nous nous posons, il est fonctionnaire à ce niveau-là, qu'au niveau d'études, et qui se permet de dire devant la presse certaines choses qui ne sont pas vraies, il y a une question de conscience, comme Marie vient de le dire. Nous avons dit, il y a de la médiocrité, il y a des gens qui méritent. Je veux dire, quand il parlait dans le moment, il a démissionné. Il faut une conscience là, il faut la dignité, l'appliquer, c'est un homme qui est digne. Mais je vous dis que j'ai vraiment eu honte de ce monsieur, je ne sais pas s'il va refaire une conférence de presse, pour présenter ces excuses, sinon Kakonou Boupo est en train de dire qu'il va le poursuivre à la justice. C'est pas intéressant, monsieur Eric. Si nous avons tout ça en direct, oh non, à leur niveau donné, non, c'est un peu embêtant. Merci. Merci beaucoup, M. Koulani, merci de nous avoir appelé. 93, 96, 99, 99, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Monsieur? Monsieur? Allô? Non, je pense que est-ce que vous pouvez vous déplacer légèrement parce que là, oui, bonjour. Bonjour, c'est monsieur? Albert. Monsieur Albert, très bien, nous vous écoutons. Allô? Alors, j'ai peur d'une chose pour... Ah non, je pense qu'il y a des problèmes avec votre ligne. Vous allez vous déplacer un petit peu. On va prendre un autre auditeur. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est Bozambo. Monsieur Bozambo, nous vous écoutons. Ok. Ça va passer, il me semble que monsieur ministre Barra dit qu'il va chercher les ministres pour les enseignants, non?
Oui, on n'a pas parlé de ça aujourd'hui. Ah, ok. Je veux dire, vous avez parlé de l'arbitrage aujourd'hui. Il y a un auditeur qui a évoqué le sujet, on parle de la violence de façon générale. La violence se trouve sur les terrains, mais les arbitres ne parlent pas. Je me demande s'il y avait quelques articles dans notre pays qu'on ne veut pas aller photographier ou bien filmer quelque chose sur le terrain avec le portable. La fois passée, j'étais à Corvier. Au moment qu'on est en train de faire l'agressif, j'ai pris les photos. Et les gens de Corvier m'avaient arrêté, approché d'un CD. Et ils ont supprimé toutes les photos qui sont dans mon portable. C'est logique maintenant. Donc, quelle preuve? Moi, je ne suis pas de Kédié, je ne suis pas de Corvier. Mais en pensant, j'ai vu qu'on est en train de jouer. Et ce que se passe, l'arbitrage qui dit la pénalité, un joueur de Kédié vient pousser l'arbitre. D'un seul coup, automatiquement, les supporters sont rentrés sur le terrain et commencé à taper les gens de Kédié. Ce n'est pas normal. Et ça se passe dans notre pays. Et celui qui en amène comme commissaire au match n'arrive même pas à dire la vérité, en disant que les joueurs sont venus avec les habits déchirés. Comment les joueurs peuvent venir avec les habits déchirés et vous, les commissaires, vous pouvez laisser jouer? Vous regardez pour notre pays. D'accord, très bien. Merci. Merci de nous avoir appelés. On va prendre un dernier auditeur. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Eric. Oui, Eric. Je voulais... Nous vous écoutons. Me prononcer sur le franc CFA. Allez-y. Je suis d'accord avec tous les débats qui se passent actuellement sur le franc CFA. C'est normal que nous, les Africains, on ait notre propre monnaie, même si on nous a vendu la langue française. Parce que, retenez bien, cette langue nous a été vendue et ils perçoivent des sous pour ça, direct, sans le dire, déclaré officiellement. Mais il y a une question, moi je me pose certaines questions sur l'Africain lui-même. Alors, est-ce que vous êtes sûr, M. Eric, qu'aujourd'hui, si nous avons notre propre monnaie, que nous frappons notre propre monnaie, nous allons retrouver ces machines-là dans les chambres de certains présidents africains? Non, soyons sérieux. Vous voyez la façon dont nos pays africains sont dirigés. Ils ont tout confisqué par la force. Et c'est les machines, ils n'auront pas dans leur chambre. Je préfère que tous ceux qui font ce débat-là fassent plutôt la promotion de la bonne gouvernance. D'accord. Parce que c'est à travers la bonne gouvernance que nous pouvons estimer un jour avoir notre propre monnaie, parce que nous serons sûrs que nous-mêmes, les Africains, nous avons pris conscience de faire développer notre pays, de notre continent. Très bien. Je pense que c'est ce que nous devons faire. Merci beaucoup. Sur ce débat, je suis sûr que nos présidents auront ces machines dans leur chambre pour narguer les populations. Ils vont narguer les populations, je vous assure. D'accord, très bien. Cher Eric, merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. Je pense que c'est le dernier auditeur. On va clôturer l'émission. Il y a un auditeur qui nous dit « Moi, je pense que le problème du Togolais sera résolu quand les gens remettront vraiment Dieu au cœur de leurs actions. Quand les dirigeants apprendront à avoir peur de Dieu plutôt que de se soumettre à l'argent. Tout va rentrer dans l'ordre. Remarquez que tout ce que les gens font de mal ou d'anormal dans ce pays, c'est pour de l'argent. Même dans les médiations, au niveau de la justice, dans tous les secteurs, les gens privilégient l'argent plutôt que de défendre l'intérêt de l'humain. Et ce n'est qu'au Togo, c'est une gangrène mondiale. Les gens voient le rouge, mais avec l'argent, ils jurent sur leur vie et sont même prêts à tuer les autres pour faire admettre que c'est bleu. Il faut que les gens mettent Dieu au cœur de leurs actions, pas l'argent. Il faudrait rappeler aux gens que l'argent, nous allons tous mourir, laisser l'argent pour aller donc à l'essentiel. Je pense que c'est une belle conclusion, n'est-ce pas? Mais très bien, messieurs, on va devoir s'arrêter là. Merci beaucoup, Au moins un dernier tour de table. J'ai juste une minute, on va aller rapidement. Pour tout le monde, une minute pour tout le monde. Oui, 20 secondes. Non, en fait, la manipulation du nègre continue. Peut-être après le combat mené au temps des indépendances, maintenant c'est un autre combat qui nous a imposé le franc CFA. Et quand on l'aura gagné ou perdu, il y aura un autre débat. Très bien. C'est M. Maglo qui a vu juste. D'accord.
Voilà, merci Olivier. Non, tout ce que je peux dire, allons à une monnaie africaine. Et je ne pense pas que le président ghanéen a une machine à frapper monnaie dans sa chambre. Et je crois que quand on va à des convergences économiques seront mises en place et que nos chefs d'État crapuleux ne vont pas se donner à ces genres de... Non, mais ce qu'il dit est aussi vrai. Ça peut être vrai. Évident. La bonne gouvernance, Rien que la bonne gouvernance. De la justice et de l'équité sociale. Merci beaucoup. Kenanou Issifou, l'Estrade, Olivier Adja à Free Press, Actu Express géré par Isidore Akolor, le grand citoyen Tachakala Alirou, courrier de la République. Merci beaucoup. Merci également à tous nos auditeurs. Merci à Emmanuel Lafane qui a assuré la coordination technique. Appelez-moi Saint-Rigator. À demain. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.